Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux. C'est la dernière rencontre de cette 16e édition des Grandes Rencontres. Et j'ai été étonné, mais je suis sûr d'avoir reconnu quelques visages qui étaient là il y a longtemps. Donc je me dis qu'il y a une petite fidélité à envie d'avoir écouté les autres. Et c'est une rencontre très importante qui commence. Vous connaissez tous Kamel Daoud. C'est à l'évidence un des écrivains les plus importants du moment en langue française, sans aucun doute. Si les prix ne sont pas toujours garants de l'excellence, au moins la faveur du public et le nombre de ces prix donnent des preuves indiscutables. Kamel Daoud, c'est un très grand écrivain. Pourquoi ? Parce que c'est un homme déterminé à produire une œuvre en toute liberté, et pour cela, il a accepté tous les sacrifices. C'est ça un écrivain. Tellement saisi par le besoin d'écrire, de communiquer, de dire ce qu'il sent que, coûte que coûte, et quels que soient les obstacles, on va commencer en tout cas à essayer d'écrire une œuvre. Il a consenti le sacrifice de quitter sa terre natale, les côtes algériennes de la Méditerranée, avec ce lieu vital et la beauté du lieu. Le soleil ardent qui brûle bonheur et tristesse, les parfums magiques et la vitalité du corps enivré par cette nature inoubliable. Tous ceux qui ont été sur les côtes de la Méditerranée ont ressenti à un moment ou à un autre cela. Et d'ailleurs, Albert Camus en a fait quasiment un livre. Quitter la terre d'Algérie pour écrire en liberté, débarrasser des oukases du régime, du silence obligatoire et imposé, et du poids de la religion, et choisir la langue française, langue choisie pour son accès à la liberté. On reçoit Kamel Daoud. Ça nous fait plaisir, Kamel Daoud, que vous soyez là. Sachez-le. Merci beaucoup d'être là. Je suis toujours surpris parce que, pour des raisons que je ne vais pas vous raconter, mais je suis toujours surpris. Donc, merci d'être là et j'espère ne pas vous décevoir. Alors, vous êtes très occupé en ce moment et vous limitez le nombre de vos rencontres publiques en ce moment depuis quelques mois, donc c'est pour ça que je vous remercie particulièrement. On va parler d'abord du livre qui a reçu le prix Goncourt l'an dernier, il y a 1 an et demi, Outils, roman qui évoque les années 91-2002, qu'on appelle en Algérie les années tragiques, la guerre civile, qui, grosso modo, les chiffres s'entendent à peu près pour dire qu'il y a eu à peu près 100 000 morts. Le pouvoir interdit de l'évoquer, et comme on le sait, l'Algérie est un pays très très jeune. 75% des Algériens aujourd'hui n'ont pas connu de leurs yeux cette guerre-là, cet affrontement entre Algériens. Pourquoi en avoir fait le sujet donc de ce roman ? Alors, je ne sais pas si le sujet d'un roman obéit à une sorte de rationalité. On ne fait pas un roman avec une idée. On fait un roman avec une interrogation, avec des questions qui n'ont pas de réponse équitable et juste. C'est lorsqu'une situation vous impose de vous interroger et que les réponses ne sont pas apportées. Non, elles ne sont pas absolues. Elles sont précaires, comme nous le sommes dans la vie, que je vais vers le roman. Sinon, moi, j'aime bien écrire des chroniques. Donc, quand j'ai une thèse, une théorie, une piste, une analyse, une idée, j'écris une chronique. Mais quand il s'agit d'une interrogation qui n'a pas de réponse facile, j'écris un roman. Alors, la guerre civile algérienne, d'abord, c'est une guerre que j'ai vécue. Et j'estime que cela vous donne le droit de vouloir en faire un récit pour pouvoir le dépasser. Je pense que le deuil, c'est d'abord de trouver une langue. Et à partir du moment où on trouve des mots,
on en fait un récit et on dépasse le moment de deuil. C'est ça la véritable fonction du deuil, c'est trouver une langue. La deuxième des raisons, elle est intellectuelle. C'est que je suis né dans un pays où on me parle tout le temps de la guerre d'indépendance, la guerre de décolonisation, etc. Et l'autre guerre, la guerre honteuse, la guerre cachée, on n'en parle pas. Il y a une loi qui l'interdit, il y a un effacement, il y a d'abord un malaise à en parler chez les gens, il y a de la souffrance qui n'a pas trouvé de langue. En plus, il y a l'impératif politique, une loi qui interdit. Donc pas de documentaire, pas de film réellement. Pas de récit du tout. Pas de récit, pas beaucoup de romans. Il y a eu une dizaine de romans et encore. Avant le vote de la loi sur la réconciliation, celle qui nous interdit d'en parler. Donc ça aussi, c'est d'un autre côté. Et puis, c'est un malentendu aussi. Je n'ai pas écrit un roman sur la guerre. J'ai écrit un roman comment traverser et survivre à une guerre. Au fait, j'avais cette envie d'écrire un roman qui raconte comment, de survivant, on redevient vivant. Et ce roman est né, cela fait très longtemps que j'y pense en tant qu'émotion. Je suis arrivé en France en août 2023 et sincèrement, j'avais envie d'en finir avec tout ça. J'avais envie de passer à autre chose, de reprendre ma vie ici, dans ce pays qui m'accueille, de vivre. Je n'avais plus envie de faire du mortuaire, du post-colonial, du récit de l'histoire, de la fétichisation. J'avais envie de vivre et c'est pour ça que j'ai écrit ce roman avec un mot que je n'utilise jamais, c'est le mot fin. Et j'avais envie de dire, voilà, j'ai des raisons de vivre maintenant, je veux les transmettre à mes enfants, je suis dans un pays qui m'accueille, qui est beau, qui est bien, où je me sens en sécurité. Et j'étais parti d'Algérie forcé, il faut le dire. Donc tout cela a fait que c'est un roman de résurrection. Ce n'est pas le roman de quelqu'un qui raconte une guerre parce que des Occidentaux ont besoin de le savoir. Ce n'est pas ça. Un roman, c'est le contraire de la vie. Je le dis souvent dans mes cours, la vie, elle part de la naissance vers la mort. Le roman, il part de la mort, il arrive à la naissance. On part du moment où on a tout perdu, du moment où on est en deuil, du moment où hier ma mère est morte ou peut-être aujourd'hui, du moment où on ne croit plus en rien, du moment où il y a une guerre. Et lire, c'est accompagner la résurrection. Et arriver à un moment où on revient à la vie. Donc la vie, c'est de la naissance à la mort. Le roman, c'est de la mort à la naissance. Et tout cela, j'avais envie de l'écrire, j'avais envie d'en finir une fois pour toutes et de passer à autre chose. Donc ce roman, il est né de ça, est né de cette contradiction, et je finis sur ça, profonde, qui un peu coince l'envie de vivre en Algérie et ailleurs. Est-ce que pour être heureux, il faut tout oublier? Ou est-ce qu'il faut raconter cette guerre aux enfants pour qu'elle ne se reproduise plus? Il n'y a pas de bonne réponse. Le bonheur impose de l'oubli, mais la paternité ou la maternité impose la transmission. Il y a lieu de mémoire, mais il y a lieu à un droit de vie. Je n'ai pas envie de décoloniser, de porter des armes, de parler de mort. J'ai envie de danser, de faire des siestes, de boire, de ne pas être que moi-même par les miens. Donc, et c'est ça le propre de la littérature, c'est que on lit d'ailleurs pour ça, pour ne plus être que soi-même. Et Ori a été pour moi vraiment un acte de libération intime. Et vous dites, le problème de la mémoire m'obsède. C'est-à-dire que sans la mémoire, vous ne pouvez pas aller vers la vie? Vous ne pouvez pas faire ce chemin-là si vous n'entretenez pas la mémoire totale? Non. Encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de bonne réponse. Les réponses absolues, c'est les métiers des dieux, ce n'est pas les nôtres. Nous, oui. Nous avons des réponses précaires, elles sont à l'image de notre humanité. Donc, est-ce que la mémoire est nécessaire pour être qui on est? Peut-être. Mais est-ce que la mémoire ne risque pas d'être notre tombe? Et chaque fois quand je signe des livres, je dis, la mémoire est un chemin, mais notre maison, c'est ici. On passe par les morts, comme Ulysse, comme pour passer par l'Hadès, comme tous les vieux mythes passent par la mort pour interroger les morts et on revient. Sauf qu'il y en a qui vont vers les morts pour les interroger et finissent par habiter avec eux et ressembler aux morts. Donc, et l'autre question qui m'obsède, c'est est-ce que, et ça c'est pour des raisons personnelles, ma mère avait perdu la mémoire, et depuis je m'interroge, qui est-on lorsque celui qui vous donne la vie ne se souvient plus de vous? Est-ce que je suis l'image que vous gardez de moi, et à partir de ce moment-là, qui suis-je si je dépends de votre mémoire pour exister, pour construire une souveraineté de moi-même, pour construire une intime conviction de ma vie? Et cette question qui est de l'ordre de l'intime devient de l'ordre du politique.
Est-ce que Kamal Daoud est un Algérien? Parfois, je m'amuse dans les salles et on me présentait M. Daoud, écrivain algérien. Je leur disais non, c'est écrivain et algérien. Ce sont deux métiers. Et, et donc, tout cela, c'est vrai que j'aime bien répondre par de l'humour parfois, mais ce sont des questions obsédantes. Est-ce que je dois être le porteur d'un récit? Est-ce que ce n'est pas refuser de vivre que de se confondre avec la mémoire des siens? Est-ce que écrire et vivre n'est pas être quelqu'un qui inaugure chaque jour sa propre différence et l'écrit, etc. Au fait, pourquoi moi je devrais parler de l'algérianité alors que Houellebecq peut parler de l'universalité? Moi aussi j'ai droit. Moi aussi je peux raconter le monde, enfin prétendre raconter le monde comme les grands écrivains que je jalouse. Et écrire, c'est ça. Écrire, ce n'est pas admirer, c'est jalouser des grands écrivains. Vous avez été, vous venez de le dire, vous venez de l'évoquer, vous avez vécu cette guerre, vous, en tant que journaliste. Vous étiez au journal d'Oran et vous étiez rédacteur en chef du journal pendant ces années. Et vous avez tout vu. Pendant ces 11 ans, vous étiez témoin. Non seulement témoin, mais chargé de le raconter dans le journal. Et alors on se dit, après qu'il ait fait 11 ans d'écriture, comme rédacteur en chef en plus, c'est-à-dire responsable de ce qui sortait dans le journal, de ce qui avait été vu et entendu, pourquoi faire un roman? Vous dites, quand on est journaliste, je dis ça parce que moi-même je suis journaliste, mais en vous disant, j'ai compris la différence, mais on dit, alors il a caché des choses comme journaliste pour qu'il ait envie d'écrire un roman. Pourquoi tout n'a pas été dit de lui sur cette guerre pendant qu'il était journaliste, et pourquoi faut-il lire un roman paru 15 ans plus tard? Pourquoi avoir senti la nécessité de passer par le roman pour dire la vérité de ce que vous pensez de cette guerre? Je pense que vous le savez plus que moi. Il y a l'information ne suffit pas. On apprend. Camus dit dans La Peste, j'aime bien ce moment où le docteur Rieux dit 100 morts ou 1000 morts, c'est une abstraction. Un mort, c'est l'agonie de l'enfant devant nous, par exemple, et ça, c'est toute la mort, absolument. Et donc, la littérature, elle est là parce qu'elle dépasse l'actualité. Camus la qualifie, il dit dans Actuel 4, il revendique le droit à l'inactualité. Je trouve la formule, elle est tellement juste, pour lui qui était chroniqueur et journaliste aussi. Bien sûr. Et je crois que, vous le savez, vous écrivez un article sur un événement, vous ne l'épuisez pas. C'est le contraire, c'est lui qui vous épuise. C'est lui qui vous dessèche. C'est lui qui vous habite et vous n'arrivez plus à vous en débarrasser. Vous parlez de 20 morts, 26 morts égorgés hier dans tel hameau, etc. Et vous rentrez chez vous. Après, vous savez très bien que ça reste et qu'il faut en finir d'une manière ou d'une autre. Vous devenez alcoolique ou autre chose. Et après, il y a des questions qui n'ont pas de réponse, qui ne peuvent pas avoir de réponse, encore une fois. Donc tout cela vous habite et arrive un moment où vous écrivez un roman parce que c'est ce qui est de plus intime et de plus universel. L'autre raison, c'est que l'information sécuritaire, et vous le savez beaucoup mieux que moi, contrôlée. Elle est contrôlée, elle est difficile, elle n'a pas de mots. Que veut dire couverture sécuritaire? Ça ne veut rien dire ici. Mais à l'époque, c'était aller interroger ceux qui ont été massacrés, les témoins, aller chercher le chiffre, j'allais dire le bon chiffre, des morts chez le médecin légiste ou bien chez le gardien de la morgue, parce que c'est là où on a les vrais chiffres. Oui. Et après, revenir et avoir la responsabilité. Est-ce que je donne le vrai chiffre ou le chiffre qui a été communiqué par l'agence officielle? Parce que là aussi, il y a l'impératif moral. Si je donne le vrai chiffre d'un massacre où on a tué, 400 personnes, je joue le jeu de la propagande islamiste qui veut terroriser par les chiffres. Eh oui. Mais si je donne le chiffre donné par l'agence officielle qui parle de 75 morts, là, je ne suis plus dans le métier, je ne suis plus dans l'éthique du métier. Et ce sont tous les jours, après, vous interviewez des gens... Des arbitrages comme ça qui font que... Tout le temps. Et vous optez, vous le savez très bien, dans un conflit, c'est très difficile de ne pas être parti. Et tout ce qui peut protéger un journaliste, c'est de ne pas prendre parti. C'est l'unique capital qu'on a, c'est le seul gilet pare-balles. C'est de ne pas être... Et il y a ça, il y a le fait que l'information était intoxiquée. C'est-à-dire, elle est manipulée. Je me rappelle le massacre dont je parle dans Ouri. Oui. Il y a eu je suis arrivé là avec un journaliste de Reuters, si je me souviens bien, ou de Associated Press. Et il a pris des photos, j'ai vu les rescapés, il a fallu des années pour pouvoir ordonner tout ça. Parce que la guerre, au fond, la guerre c'est quoi? C'est beaucoup de bruit et de larges plages de silence où on ne comprend plus rien. On est là parce qu'il y a une bombe qui a explosé, on compte les morts, on voit une jambe.
Mais après, on n'arrive pas. Il faut du temps, il faut de la littérature, du récit pour pouvoir en faire. La guerre n'est un récit que pour ceux-là qui ne la vivent pas, qui sont à l'extérieur. Mais ceux-là qui vivent à l'intérieur, dans le cratère, ça n'a pas de sens. C'est de l'absurde. Et donc, j'ai vu comment, 2 mois après, je suis revenu dans le lieu de massacre, sur le lieu de massacre, pardon, et j'ai vu la caravane des journalistes internationaux ramenés depuis Alger. Il y avait tous les autobus, grands les médias, journalistes. et ils étaient embedded, c'est-à-dire accompagnés par l'armée, par la police secrète, etc. Et j'ai vu comment on leur a présenté à l'époque de faux rescapés. De faux rescapés. Oui. Alors, est-ce que ce sont de faux rescapés, justement? Parce que quand il y a eu les massacres, et j'essaie d'expliciter, les gens qui habitaient dans les montagnes sont descendus, d'accord? Ceux qui ont survécu au massacre. Mais il y avait d'autres gens qui habitaient dans d'autres montagnes, eux-mêmes, ils sont descendus des montagnes parce qu'ils allaient être massacrés. Mais Mais eux-mêmes se présentent comme rescapés. Et pour pouvoir avoir l'aide de l'État, il faut avoir son discours. Vous le savez très bien dans des zones de conflit. Donc vous voyez des gens qui à la fois mentent et ne mentent pas. C'est-à-dire ils racontent des choses vraies, mais qu'ils n'ont pas. Est-ce qu'ils ne les ont pas vécues? Non. Est-ce qu'ils les ont vécues? Oui. Est-ce qu'eux-mêmes peuvent être. Au fait, la première victime dans une guerre, c'est le réel. La deuxième des choses, qui est quand même, c'est sa conséquence, c'est l'exactitude. Et c'est très difficile, surtout dans les guerres civiles. Vous savez, dans les guerres classiques, on a l'ennemi qui est là. Mais dans les guerres civiles, c'est un suicide. Et l'information, elle est difficile, elle est rare. Personne n'est innocent, personne n'est coupable, personne n'est vivant, personne n'est mort. Et tout cela fait qu'on perd le sens du réel. On n'arrive pas à raconter. Et tout ça, c'est ce que j'ai essayé d'essayer de dépasser par ce roman, raconter tout ça. Donc, pour répondre à votre question, c'est qu'on sait très bien que lorsqu'on couvre un conflit, on ne peut pas tout dire, on n'arrive pas à tout dire, on n'a pas l'espace, ni les mots, ni assez de distance pour tout dire. Et cela se fait tout doucement. Avec le temps. Avec le temps, il faut une vingtaine d'années, j'avais lu, c'est étrangement vrai, 20 ans pour pouvoir raconter quelque chose qui à partir de l'indicible, devient du récit. Et c'est un peu ça, je veux dire. Le deuil, encore une fois, vivre, c'est trouver des mots. Trouver les mots pour revivre. Alors, je vais venir à un autre aspect de votre livre, qui est aussi d'ailleurs conforté par la même chose dans le livre que vous avez écrit plus récemment, qui s'appelle « Il faut parfois trahir » aux éditions Gallimard. Alors, à mes yeux, je vous le dis comme je le pense, et je dis ça le jour de la Journée internationale des femmes, vous êtes l'écrivain français actuel, pas seulement écrivain, intellectuel français, le plus féministe que je connaisse. Personne dans la littérature ne parle des femmes comme vous en parlez, avec une admiration, un amour total et un respect infini pour la femme. Et ça commence avec ce livre, Houri, que vous dédicacez à votre mère Yamina. Et vous dites, votre mère ne sait ni lire ni écrire. Et vous dites, vous l'appelez dans cette dédicace, au tout début du livre, la page d'avant, ma langue secrète. Vous avez entretenu une langue secrète avec votre maman. Elle a été le premier élément de vos mots. Il faut toute une vie pour comprendre pourquoi on écrit et pour qui on écrit. On ne le sait pas dès le début. À 20 ans, on écrit pour plaire, à 30 ans pour son éditeur, à 40 ans pour payer ses chèques, à 50 ans pour trouver une réponse à la vie, et 60 ans pour ne pas avoir peur de la mort. Donc, là, je suis à l'époque où je cherche une explication. Je crois, obscurément, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'en faire un livre un jour, qu'il y a un lien entre chaque écrivain, non, entre la vocation d'écrire chez l'écrivain et la mère. Et la mère. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est lié au mystère de l'enfantement? Est-ce que c'est lié à cette... On ne peut pas écrire, on ne peut pas avoir un style ou une passion pour la langue si on n'a pas un lien de passion qui peut parfois être de la souffrance vis-à-vis de la mère. J'ai toujours cru écrire... Souffrance vis-à-vis de la mère? Aimer une mère, c'est quelque chose de difficile quand... Mon père parlait français, mais il ne me parlait jamais. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'écrivais pour avoir un canal avec lui. Que je savais qu'il était francophone, mais il ne parlait pas. Mais après, j'ai compris que c'était plus le rapport avec la mère. Il y a
il y avait chez ma mère un usage de la langue algérienne qui m'épatait. Elle avait très peu le sens du réel. Elle pouvait décrire la lune comme si elle l'avait fréquentée. Et en même temps, elle inventait des mots. Bon, je ne parle pas de la langue arabe, parce que personne ne parle la langue arabe dans le monde arabe comme on le croit en Occident. Donc, elle inventait des mots. Et quand j'étais enfant, ça me mettait en colère, parce qu'elle portait atteinte à l'exactitude. Je me disais, mais elle ment, elle exagère, elle amplifie, elle métaphorise. Et la métaphore est inquiétante pour l'enfant, parce qu'il n'a pas quelque chose de solide. Quelque chose de solide. Mais après, j'en ai fait une figure dans Meursault, où Haroun dit justement, j'ai appris la langue française pour élever et me protéger de ma mère, son côté invasif. Et je crois que il y avait, peut-être qu'elle m'a transmis ou que je lui ai volé cette liberté avec la langue. Ma mère était très intelligente, vraiment, mais elle n'a jamais été quasiment à l'école. Et pour moi, c'était l'incarnation, elle, certaines autres femmes, mes tantes, de tout ce, j'aime pas le mot, de cette richesse qui est dilapidée dans le monde que vous appelez arabe, ou ailleurs aussi, c'est-à-dire les femmes qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas créer des entreprises, qui ne peuvent pas peindre, qui ne peuvent pas danser. Et il y a quelque chose d'injuste, il y a quelque chose du sort de l'esclavagisme. Et au-delà, il y a une déperdition monstre de talents, de dons, de visions, de mots, de création, d'initiatives. Et donc tout ça fait que, au fait, vis-à-vis de ma mère, c'est compliqué parce que je ne lui parlais pas beaucoup et la langue française n'était pas le moyen de communiquer avec elle. C'est plus simple, oui. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je me rappelle un des derniers moments de lucidité. Vous racontez, elle dit, mais toi tu es écrivain, tu crois que tu es seul à écrire, mais c'est moi ce qu'elle m'a dit. Hein? Non, elle l'a fait avec beaucoup de colère. Elle m'a dit, il n'y a pas que toi qui écris. J'ai beaucoup de livres, personne ne les voit, ils sont là. Ça c'est formidable. Ça, oui, mais c'est douloureux et après Pourquoi c'est douloureux? Parce qu'elle ne les a pas écrits. Et que moi, je l'ai fait, et quelque part, bon, je ne sais pas. Bon, ça va virer à la psychanalyse. On va. Bon, en tout cas, pour conclure, oui, il y a un lien que je n'ai pas encore déchiffré entre écrire, aimer sa mère, ne pas être aimé par elle, ou croire ne pas être aimé par elle parce qu'on n'a pas trouvé la langue pour le dire. Mais il y a un rapport. Et je lis beaucoup d'écrivains. Et tous ont ce lien un peu particulier avec la mère. Mon père m'a acheté un dictionnaire à l'âge de 16 ans, le premier. Mais c'est ma mère qui m'a inculqué la métaphore. Ah bon? Ouais. Vous connaissez l'histoire de la mère de Camus ou pas? La mère de Camus aussi était analphabète. Elle ne savait ni lire ni écrire. Et en 1960, Camus va voir sa mère à Alger et lui dit, écoute, tu ne peux pas rester là, ça commence à devenir très, très pénible. Viens à Paris, etc. Elle dit, non, moi je suis à Alger, je reste à Alger, va te faire foutre avec tes conseils et tout ça. Finalement, il lui dit, écoute, essaye un mois et demi, si ça ne te plaît pas, tu rentres en Algérie. Mais je tiens à ce que tu essayes de voir un pays en paix, etc. Donc, elle vient finalement forcer en Algérie. Et Camus habitait rue de Vaugirard, c'est une rue est-ouest. Elle ne parlait pas le français, elle n'entendait pas le français, elle ne savait rien de ce qui se disait. Et le premier soir où elle habite, elle descend une chaise. En bas de chez elle, le soleil se couche à l'ouest et elle regarde le soleil se tomber. Alors les gens, c'est la mère de Camus, c'est la mère de Camus. Ah bon. Oui, mais qu'est-ce qui lui prend de mettre une chaise? Ah, j'en sais rien. Un jour, quelqu'un lui dit, le soleil, regardez le soleil, là. Ça ne vaut pas la peine de le regarder? Au bout d'un mois, elle rentre à Alger, mais il y avait 30 personnes autour de sa chaise, rue de Vaugirard à Paris, en 1960. Happée par son discours, sans mots. Je pensais, quand vous parlez de votre mère, je pensais à la mère de Camus, je dis c'est incroyable parce que vous dites un peu la même chose. Elle racontait des histoires, elle racontait pas d'histoires, elle disait juste regardez. C'est la mère méditerranéenne. Donc, oui, mais ça mérite réflexion, effectivement. Ça mérite ce rapport qui est. J'aimerais bien écrire un livre si un jour j'ai assez de science pour en parler, sur le lien entre écrire et avoir ce lien avec le mystère de la mer. Vous allez plus loin, vous dites à un moment, il faut assumer une part de femme en soi. Moi qui suis un homme, je dois assumer une part de femme.
pas simplement avoir de l'admiration, etc. Mais j'ai une part féminine en moi qui suis un homme. Ça vous paraît simple? Pour moi, c'est évident. Je veux dire, Évident. la femme, elle crée, elle renouvelle un mystère qui est absolu, mais qui est là, qui est commun. C'est tomber enceinte, enfanter. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on imite la femme, on crée. Enfin, on essaye. C'est pas la même douleur, c'est pas le même mystère, ça n'a rien à voir. Mais on porte quelque chose et on essaie de la créer. Moi, l'enfantement, la maternité, la féminité ont toujours été un mystère pour moi. Mais ça ne veut pas dire que j'étais né dans une société avec une singularité. Non, le féminisme, pour moi, c'est d'abord une réflexion sur la culpabilité, la mienne, vis-à-vis de ma mère, de mes sœurs qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, des tantes que j'ai eues dans le village, etc. Je ne suis pas né comme ça. C'est un Processus. C'est des années, c'est de la lecture, etc. Parfois, c'est des petits sauts. Mon père, quand il a pris la retraite, je me rappelle, il lisait son journal et ma mère était toujours en cuisine. Et un jour, elle a soupiré, elle a dit, la retraite, ça n'existe pas pour nous. C'est des phrases qui vous bouleversent, je veux dire même. Et vous prenez soudain conscience de ça. Après, il y a le rapport au corps. Moi, je suis propriétaire de mon corps. Enfin, j'essaye. La femme ne l'est pas. La femme, elle loge dans un corps, on lui dit, bon, vous pouvez loger là-haut, sur le côté, mais le reste, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à la loi, aux chefs religieux, au credo de l'époque, etc. etc. Et vous imaginez cette vie où quelqu'un habite où incarne son propre corps, parce que tout le reste appartient à la collectivité. Ça m'a bouleversé. Dans le monde musulman, le rapport au sexe aussi, l'érotisme, ça m'a bouleversé. Pourquoi chez l'homme, c'est perçu comme une qualité de conquête et de séduction, et chez la femme, c'est du péché, c'est de l'infraction à la loi, c'est la prostitution, etc. Et puis, avec le temps, j'ai vu, par exemple, quand un pays va mal, j'étais en train de suivre les actualités un peu, je crois au Sénégal, un peu partout, c'est la femme qui prend. C'est immédiat. On légifère sur la femme parce que c'est une obsession, et surtout chez les islamistes. C'est une obsession, mais profonde. Je crois que c'est une jalousie métaphysique. Ils sont incapables d'enfanter et qu'elle elle promène le mystère Une du monde. jalousie. Une jalousie. Et donc, ça a conduit à cette réflexion. Après, il y a eu l'Occident. Je visitais l'Occident et j'étais admiratif. Je veux dire, j'arrive ici, il y a les pierres de Paris, il y a les jardins en Suisse, et je voyais les femmes sortir le soir. Et je me rappelle, j'ai écrit une chronique il y a une vingtaine d'années, j'avais fini sur ça. J'ai dit, là où les femmes sont libres, là où les femmes sont enfermées, les hommes sont prisonniers. Et au fait, c'est vrai, vous allez vers un endroit où les femmes ne sont pas libres, vous vous sentez dans l'inquiétude, etc. Après, la réflexion, elle est devenue une réflexion sur ma propre liberté. Là où je me sens bien, là où je me sens accepté dans ma masculinité, là où je suis en lien avec l'autre et qui est l'autre, l'absolu autre. Là où je vois que la société fonctionne, s'enrichit, avec tout, je ne suis pas naïf, je sais que, mais on ne peut pas comparer Paris et Kaboul. Et, et donc tout ça m'a poussé à réfléchir sur la femme. Si les islamistes en font leur obsession, pourquoi moi je ne serais pas obsédé par la liberté de la femme parce que c'est aussi la mienne? Et après, il y a eu l'impératif, enfin la réflexion économique. Je me dis, mais comment dans les sociétés arabes on pense avancer alors que la moitié de la population, éduquée ou pas, on l'enferme, on la voile, on l'enterre, on l'empêche de voyager, etc., etc. Et tout cela a conduit peut-être à une obsession qui est mienne, et je l'assume, chacun a sa collection, c'est que dans le monde que vous appelez arabe ou musulman, rien, je dis bien, rien ne bougera tant que la condition de la femme ne bougera pas. Je suis arrivé à cette conclusion il y a quelques années. Il y a eu des ruptures politiques, il y a des soulèvements, il y a des coups d'État, il y a des manifestations, et à chaque fois, il y a deux tabous qui sont exclus du champ de la réflexion immédiatement, y compris par les élites dites démocrates. La femme, la relation avec la femme et la relation avec le juif. Avec le juif. Oui, juif. Et c'est toujours les mêmes tabous. Vous voyez quelqu'un moderniste, il voyage, il vient en France, il a des idées, mais dès que ça touche sur la femme, ils vous disent, je l'ai vu en Algérie en 2019, quand il y a eu le soulèvement contre Bouteflika, c'est les 2 premières semaines, troisième, il y a eu un carré de féministes, elles ont été agressées, et là, j'ai vu certains démocrates disent, oui, mais ce n'est pas le moment. En fait, on est toujours, c'est pas le moment. Et c'est pas le moment. Et donc, je suis arrivé à cette conclusion. Tant que le lien à la femme n'est pas guéri, rien, je dis rien et je l'assume, ne bougera. Dans le roman Outil, vous prenez
à votre charge le personnel, vous prenez à votre charge de narrateur d'une femme enceinte qui veut se débarrasser de son enfant parce qu'elle a été écrabouillée par la guerre civile, elle a sa gorge tranchée, elle ne peut pas parler, etc. Et elle pense que son enfant, elle ne doit pas laisser son enfant vivre, vu la situation, et qu'elle a envie de lui faire échapper à une mort certaine, autant qu'il ne vive pas maintenant. Quand vous êtes un homme comme vous, c'est difficile de rentrer dans le récit d'une femme enceinte, peut-être. Vous vous êtes mis, vous, le narrateur, dans la position, non seulement d'une femme en général, sur le discours que vous venez de tenir, égalité, etc., mais sur le discours d'une femme enceinte qui a décidé d'empêcher son fils de mourir pour qu'il évite d'être tué. Non, en fait, vous avez raison. Mais est-ce qu'on écrit avec un catalogue de prudence? Écrire, c'est s'aventurer, c'est parier, c'est aller vers l'autre. Écrire, je ne sais plus quel écrivain ici, c'est Amélie Nothomb qui disait que c'est aimer l'autre pour avoir envie de lui raconter une histoire. Et donc, il y a cet aspect. Il y a l'aspect imprudence, il y a l'aspect avoir envie d'explorer autre chose. En fait, moi, je pars d'un principe très simple, de base. Il ne faut pas que je m'ennuie en écrivant. L'ennui est contagieux. Si j'écris, je m'ennuie. C'est mauvais signe, oui. C'est mauvais signe. Donc, pour moi, ça doit être une aventure vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur, vers soi-même. C'est la deuxième des choses, c'est que j'ai toujours écrit avec imprudence. Je suis un homme très prudent entre deux écrits, mais pas pendant l'écriture. Et puis, je l'ai fait. Bon, je pense que je crois que si j'avais pris en compte tout ce qui est règles, wokisme, ne pas faire ceci et cela, je ne l'aurais pas fait. Mais en même temps, la littérature, c'est quoi? Si maintenant, il faut être une femme pour écrire sur les femmes, il faut être japonais pour écrire sur les japonais, il faut être de Tokyo pour écrire sur les gens de Tokyo, et c'est la fin de la littérature. Parce que la littérature, c'est justement ce qui nous fait aller vers l'autre, nous aventurer dans l'autre, exprimer et imprimer l'autre en soi. Donc si je réfléchis sur la féminité, si elle n'est pas un mystère à explorer pour moi, pourquoi écrire? Et en même temps, si c'est un mystère, c'est dans ce sens-là que je vais écrire, essayer d'explorer. Est-ce que j'ai réussi? Je doute. Je pense qu'être une femme, c'est autre chose. Et je ne peux pas je peux peut-être le comprendre intellectuellement, mais pas. Oui, c'est ça, pas le vivre comme elle le vit, évidemment. Mais je crois que je peux être au moins sauvé par l'idée de la bonne foi. C'est-à-dire, j'ai essayé de le faire. Et pour moi, écrire, c'est explorer. Il faut que je construise un personnage qui n'est pas moi. Si je ne construis que des personnages qui me ressemblent, ce n'est plus de la littérature. Oui. C'est autre chose. Donc, ça devient un récit, oui. Oui, et ce n'est pas intéressant. Il faut que vous écrivez avec l'idée que vous êtes en train de vous aventurer dans un endroit qui est en vous-même, mais qui n'est pas en vous-même, et qui est tout à fait neuf, dangereux, précaire, magnifique et totalement inconnu. Écrire, c'est repousser l'inconnu. Sinon, moi, je préfère la sieste. Vous avez donc relaté la guerre civile pendant 11 ans, et puis ensuite, vous avez commencé à voyager, et donc vous étiez en désaccord avec le régime, évidemment, sur tous les points dont on vient de parler. Et comment s'est passé votre départ d'Algérie? Des gens sont venus vous voir en disant, écoutez, vous feriez bien de mesurer vos mots, etc. Enfin, de ce genre de petit discours qu'on tient à quelqu'un en disant, si tu continues, il va arriver des problèmes. Non, la terreur qui s'exprime, ce n'est déjà plus une terreur. La pire, c'est celle qui ne s'exprime pas. Une dictature, ce n'est pas l'interdit, c'est l'absence de limite qui fait que vous ne savez pas qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, la situation en Algérie, on a connu Bouteflika, et après il y a eu le soulèvement en 2019. Moi, j'ai toujours écrit depuis 1994. Vous étiez une des plumes les plus lues d'Algérie, je tiens à le dire. Vous étiez parmi les 5-6 journalistes qui étaient des vedettes en Algérie. Oui, c'était durant et après la guerre civile, etc. Et moi, j'étais toujours libre. Franchement, j'écrivais. 2019, la chute du régime de Boutef, et ça, c'est le journaliste éditorialiste qui parle. J'ai vu, je l'ai écrit d'ailleurs, j'ai dit à mes compatriotes à l'époque, attention, le régime est à genoux, il veut négocier, c'est maintenant qu'il faut le faire, et qu'on sorte un peu de la radicalité de ils partent tous, ça n'existe pas. Et j'ai dit qu'au nom de la stabilité, il va se relever, il va être très dur.
il va se venger. Et j'avais expliqué à l'époque que, contrairement à nos idéaux, et nous devons garder nos idéaux, entre la liberté et la sécurité, les gens choisissent la sécurité. Sécurité. Ça, c'est clair. Donc, à l'époque, je leur disais, les manifestations pour la démocratie commencent à inquiéter les chefs de famille, les mères de famille, les salariés, les retraités. Il faut qu'on propose quelque chose. Sinon, les gens auront peur, ils reviendront vers le régime. Ça s'est passé comme ça. Donc après, il y a eu un retour très féroce, les arrestations, les purges internes, etc. Et je savais que tôt ou tard, ça allait atteindre un peu les élites, la presse, etc. Et après le Covid d'ailleurs, je sentais les choses. J'écrivais dans Le Point. Pression. Donc, je suis francophone, tout le monde connaît mes opinions. On vous lisait en France, etc. Et je voyais un peu les choses. Alors, comment ça arrive? D'abord, il y a les attaques par les réseaux sociaux. Parce qu'on sait qui les drive en Algérie. On connaît qui fait quoi, et les trolls du régime, ils ont leur maison, leur ferme à trolls, etc. C'est mon métier. Donc, quand il y a une campagne qui démarre sur vous pendant longtemps, et sur d'autres personnes, vous savez très bien que vous êtes en haut de la liste. Après, il y a des petites choses qui arrivent. On vous retient un peu plus longtemps à l'aéroport. Vous avez votre nom avec un bandeau rouge sur l'écran. Je l'ai vu un jour. C'était alerte sécurité. C'est-à-dire alerte sécurité. Alerte sécurité. Le gars qui tapait, j'ai vu le reflet de l'ordinateur et je voyais ma photo avec un bandeau. Et après, vous avez vos amitiés qui se dispersent. Les gens qui viennent chez vous, ils savent qu'ils sont photographiés. Donc les amis qui viennent deviennent moins nombreux parce que les gens n'ont pas envie. Les articles qui ne passent pas, les réactions sur les réseaux qui deviennent d'une virulence extrême. Et puis un jour arrive ce que beaucoup d'Algériens, peut-être qui sont dans la salle, le savent. Vous êtes invité à prendre le thé chez un officier de la sécurité militaire. Et là, quand vous avez le choix entre prendre le thé et prendre l'avion. Et donc, je suis parti ce jour-là, je me rappelle lundi. J'ai pris un long thé de 2h30 lundi et j'ai quitté l'Algérie le dimanche. Je savais, parce que là, on n'en parle pas ici en France parce qu'il y a un parti pris d'une certaine presse pour ne pas parler d'Algérie dans son état actuel, mais les arrestations, les influenceurs, les syndicalistes, les journalistes, les protestataires, tout, il y a énormément de monde en prison. On arrête chaque jour. Il suffit de faire un zoom avec un chercheur étranger et vous êtes en prison. Il suffit de faire une phrase dans une télé et vous disparaissez, comme Boualem Sansal a été disparu. Donc tout cela, à un moment, je savais. Je voyais la porte se refermer. La porte, oui. Et j'ai réussi, je ne sais pas, il y a eu ce moment-là où j'ai réussi à prendre 3 billets d'avion et à partir immédiatement. On ne réalise pas quand on s'exile. On croit que c'est comme la rupture amoureuse. On croit que il y a une part onirique. J'arrive à 6h30 du matin par un dimanche, et là, avec 3 ou 4 valises, et on se dit non. Enfin, il y a une part en soi qui sait que c'est définitif. C'est définitif. Et l'autre part se dit non, ça va changer. Ça va. Et après, ça se met en place. Ça se met en place et on commence à en rêver le soir. Et le matin, on organise sa vie à Paris, mais le soir, on est de l'autre côté, on est en train d'arroser ses arbres. Et après, on commence à comprendre que c'est fini. Et il faut s'organiser dans la vie concrète autrement, etc. Après, on suit un peu l'actualité amère, dure et douloureuse du pays qu'on a quitté. L'exil, c'est beaucoup plus dur qu'on croit. Même quand on est, comme vous, francophone, c'est-à-dire habitué, vous étiez déjà, vous faisiez des articles dans la presse française, etc. Non, l'exil, c'est une décision. Moi, j'aime bien j'aime parler avec des métaphores. Je dis, c'est comme le roi Midas. Tout ce que l'exilé touche devient un souvenir. Alors que Midas, tout ce qu'il touche devient de l'or. Mais ça, c'est de l'or qui ne se vend pas. La chose, c'est qu'à un moment, il faut décider de vivre. Au lieu de commencer par sa journée en lisant la presse algérienne, à réagir aux attaques, à essayer de comprendre pourquoi tel intellectuel que vous connaissez depuis 30 ans vous trahit, parce qu'il n'a pas le choix, parce que ses enfants sont là-bas. Et à un moment, on se dit, non, ça va me détruire. Ouais. Et il faut y aller. J'ai écrit cette semaine un article sur le silence des pieds noirs quand ils ont quitté l'Algérie. C'est maintenant que je le comprends. Ah oui. Comme quoi, hein, quand l'histoire revient, on comprend des choses sans comprendre comment on ne les a pas comprises avant. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Oui, c'est vrai.
vous décidez depuis toujours, donc, puisque vous avez toujours écrit en français, quand vous étiez journaliste algérien en Algérie, vous écriviez en français dans un journal francophone qui s'appelait Le quotidien le d'Oran. Quotidien d'Oran. Et donc, une fois que vous avez quitté le métier vous n'avez pas quitté le journalisme, puisque vous êtes toujours chroniqueur au Point chaque semaine. Mais évidemment, lorsque vous avez décidé uniquement cette décision de continuer à écrire en français, le régime a considéré que c'était un manque d'affection pour votre pays. Et après, ça a été une traîtrise de continuer à utiliser la langue de celui qui avait colonisé votre terre d'origine. Pas uniquement le régime, c'est un peu complexe. Une dictature, elle est lassante à raconter aux autres parce qu'ils ont mieux à faire. On est à Vichy. Ce n'est pas, c'est un système qui est comme ça. C'est pas uniquement le régime avec la langue, l'usage de la langue française. D'abord pour les islamistes, pour le régime et pour d'autres. Pour moi, même les intellectuels hyper urbains, comme je les appelle à Alger, etc. Ils n'aiment pas ma façon de parler depuis le début de la langue française. J'ai remarqué, par exemple, quand on me pose la question, Monsieur Daoud, vous écrivez en français pour quelle raison? Et je répondais, parce que j'aime bien. Ça frustrait tout le monde. Parce qu'il fallait trouver des raisons beaucoup plus profondes. Je n'avais pas envie, mais on peut expliquer l'amour par 2 mots. J'aime. Et donc, le rapport à la langue que j'ai n'est pas le rapport à la langue orthodoxe. Parce que pour un écrivain algérien, mes aînés sont nés dans un cadre historique, celui de la guerre. Donc l'écrivain était un engagé organique pour l'indépendance. Et donc, le fait de choisir la langue de l'autre, du colonisateur, était un acte qui pouvait être douloureux ou pas. Oui. Moi, je suis un enfant des indépendances. Je n'ai pas à reproduire et apporter une guerre. La langue française a été une langue érotique pour moi, une langue insulaire, une langue du plaisir, une langue du rêve. Et quand je le disais, on me qualifiait quasiment de traître par rapport à cette mise en place du procès linguistique. Ça, c'est le premier point. Donc, ce qui fait, ce n'est pas uniquement le régime, y compris les intellectuels aînés, etc. Quand vous dites aussi que j'utilise cette langue pour l'universalité, on vous soupçonne dans votre bonne foi. Ah non, non, il veut plaire aux Français. Non, moi, généralement, j'aime me plaire à moi-même. Et j'aime me plaire aux gens que je veux séduire, mais qu'ils soient français ou autres, ce n'est pas important. Et votre rapport à l'universalité, votre ambition, c'est toujours mal vu par vos pères autochtones, parce que aller vers l'universel, c'est aller vers la France. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est le français. Le reste du monde, c'est la France pour les Algériens. Je le dis souvent, même quand un Japonais parle japonais, c'est un Français qui parle japonais. Et donc, il y a un trouble de l'altérité. Dès que vous êtes ici, vous êtes reconnu, ça veut dire que vous avez trahi de l'autre côté. On est enfermé dans un huis clos. Vrai. Et après, vous vous dites, non, moi, je ne fais pas partie de ce huis clos. Moi, j'aime le succès, j'aime les livres, j'aime la littérature, j'aime beaucoup de choses. Et depuis, je ne réponds plus sur ce genre de questions. Pour quelle raison? Parce que ça ne sert à rien. Il y a, chez certaines personnes, une passion pour leur propre douleur et pour leur confort de pensée. Ça ne sert à rien de le répondre. Donc, après, vous écrivez en langue française, vous vivez dans le monde, et ça, on ne le comprend pas. Si vous voulez être quelqu'un d'universel, ça veut dire que vous voulez être français. Troisième palier, c'est que c'est une langue qui permet de se voir autrement, de voir le monde autrement et d'être riche. Ce que je dis à mes enfants quand ils étaient gamins, je l'ai écrit dans un livre. Quand mon fils m'a dit pourquoi il faut apprendre les langues, j'ai dit mais une maison avec plusieurs fenêtres, elle est mieux éclairée qu'une maison avec une seule fenêtre. Et donc le rapport à la langue, c'est d'abord une aventure de libération vis-à-vis des siens. C'est un rapport de libération vis-à-vis des libérateurs en chef, c'est-à-dire le régime, et des islamistes, parce qu'ils considèrent la langue française comme la langue de l'impiété, de la traîtrise, de la laïcité, de la modernité, de l'acceptation de l'autre, de la culture universelle. Donc ils n'en veulent pas. Et donc des gens comme moi, on est au milieu. On est le corps du péché. Et le péché de vivre, de s'émanciper, d'aller vers l'autre, de viser le monde au lieu de viser juste le drapeau à côté. Et tout cela, on vous le refuse. Et donc, quand vous écrivez en français et vous dites « Non, je suis juste un écrivain ». Quand j'ai sorti Houri, c'était l'ouragan. Et chaque fois, je m'étonnais, je leur disais « Mais ce n'est qu'un roman. Vous le lisez ou vous ne le lisez pas. Pourquoi vous me faites ce procès toute ma vie? Pourquoi les menaces? Pourquoi les mandats d'arrêt? En fait, ça, à ma petite échelle, une plus grande échelle, c'est Boualem Sansal, c'est qu'on devient le corps du délit. Le délit de fuir, le délit de s'émanciper, de fuir les plantations idéologiques des siens, de pratiquer, de brasser du monde.
et de vouloir conquérir et de vouloir être vivant. Et là, votre mission intellectuelle, c'est de parler de la guerre de décolonisation, c'est de jouer le cadavre et c'est de parler du passé. Et le pire, c'est que quand vous arrivez en France, vous avez aussi des Français qui ne vous demandent que ça. À partir du moment où vous n'êtes pas le bon arabe, celui qui gémit, celui qui dit que tout est la faute de la France, celui qui joue le cadavre à chaque déclaration de Macron sur l'histoire, eh ben non, vous dérangez. Un arabe qui parle comme moi, un jour j'avais écrit un article pour les Allemands il y a 2 mois, en 1926, on est en septembre je crois, c'est le premier film parlant. Et si vous vous rappelez, par culture, c'est que beaucoup d'acteurs qui étaient dans le muet ne pouvaient pas passer où ils ont perdu leur carrière. Les intellectuels comme moi, comme Bohème, on nous reproche d'être passés du muet vers le parlant. Parce qu'on a commencé à dire ce que nous pensons du monde au lieu de jouer les cadavres de la décolonisation. À partir de ce moment-là, vous ne plaisez pas aussi à certains tribunaux médiatiques ici parce que vous ne jouez pas le bon rôle. Je me rappelle d'une phrase qui m'a... Je ne suis plus en colère. La colère m'enferme dans la petitesse de l'autre. Je m'en amuse. Un grand directeur d'un journal français que je ne vais pas citer a dit à un ami algérien, je ne comprends pas pourquoi Kamel Daoud n'est pas avec nous. Parce qu'il est supposé que je suis de culture musulmane, brun, petit-fils de décolonisé, donc marchand des cadavres de la décolonisation. Je dois jouer le rôle d'une certaine tendance politique et intellectuelle ici. Non, je suis moi-même. J'essaie d'être fier de ce que je suis, de construire de l'insularité et de l'universalité, de mériter ma vie, de pouvoir briller aux yeux de mes propres parents, d'écrire des livres, d'être heureux. Et je ne suis le soldat, le petit soldat de personne, franchement. Je suis vivant. Dans ce petit livre-là, vous verrez tout à l'heure en sortant, qui est une pure merveille. Il faut savoir trahir, qui est très, très court. Vous dites ça sur la langue. J'écris en français et c'est ma langue d'évasion. Mon espace secret et insulaire, ma victoire sur l'ennui et l'enfermement. Toute une histoire de réussite, mon acte pour rejoindre l'universalité. Pourquoi irais-je déclarer que j'ai eu tort? J'aime la langue française car c'est un lieu où, justement, je ne me trahis pas. Ce champ où je me retrouve enfin libre, c'est une langue insulaire, continentale aussi, et érotique. C'est ce que je disais tout à l'heure. En quoi elle est insulaire? Parce que quand vous êtes entre votre père et votre mère, il y a la langue française qui est la cabane sur l'arbre. Là, il n'y a personne qui vous poursuit. Quand vous ne savez pas jouer au foot quand vous êtes gamin et que les autres vous frappent, vous lisez un roman et là, personne ne vous suit. Quand vous voulez rêver et voir comment les gens s'embrassent dans un pays où on vous dit que les gens ne s'embrassent jamais, vous lisez un roman et vous voyez au détail près comment les gens s'embrassent. Quand vous voulez voir le corps d'une femme nue rêver et que ça n'existe ni à la télé, ni dans la conversation, etc., vous ouvrez un roman et vous voyez la nudité et la sensualité. Quand vous voulez savoir qu'est-ce que c'est une île, un auban, un madmizen, des tulipes, je ne sais pas, le Chili, et vous ouvrez un livre et vous y êtes. Je crois que le seul antidote possible quand on est gamin dans un village socialiste algérien des années 80 sans télévision, c'est la littérature. Sinon, on est foutu, franchement. Ça, c'est une bonne définition de la littérature. Pour moi, elle est vitale. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte combien c'est vital d'avoir un accès à la littérature. Ça peut changer une vie, carrément. Oui, mais les libertés, c'est ça leur tort, c'est qu'on en oublie le prix. Et c'est vrai que quand je suis venu en France la première fois, j'avais 26 ans, c'était quand même un choc. Le choc, ce n'était pas uniquement la beauté de Paris, etc. Et puis, le choc, c'est la disponibilité des livres. C'est l'enfer. Il y avait des livres partout. Les quais de la Seine, à la FNAC, chez les gens, même dehors, même dans les places publiques. Et aux yeux d'un enfant qui a grandi avec la frustration des livres parce qu'il n'y en avait pas, vous passez de la rareté à la profusion, et cela donne mal au ventre. C'est une expérience monstrueuse, celle de l'accessibilité de tout. Et c'est une expérience qui peut être insignifiante pour beaucoup de gens. Pour moi, elle était importante. Et la littérature, c'est aussi le lieu où se réfugie la vérité, parce que quand elle n'a pas où aller, je l'ai écrit. Dans des régimes, au sens large du terme, c'est-à-dire le récit religieux, le récit du régime, etc., la vérité n'a pas où aller. Dans les discours politiques, elle n'existe pas. Dans les médias, on sait qu'elle n'existe pas.
dans la parole des gens, ils ont peur, donc elle n'existe pas. Et là, vous ouvrez un roman. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est, comme disait Cercas à propos de Don Quichotte et de l'Espagne qui aurait inventé le roman, c'est le seul lieu de précarité. C'est le seul lieu qui nous ressemble parce que nous y voyons la part monstrueuse de nous-mêmes, ou pas, angélique ou pas, héroïque ou pas. Enfin, il n'y a pas plus ressemblant pour nous que la littérature. Vous ouvrez un roman et vous lisez, et vous êtes un enfant, et vous n'avez plus d'âge. Vous n'êtes plus que vous-même. C'est pour ça la question, oui, mais le roman algérien ou le roman français, ça n'a pas de sens. On écrit parce que, justement, on veut se reposer de n'être que soi-même et de n'appartenir qu'à cela. Et vous lisez, je ne sais pas, Yukio Mishima, ou vous lisez Le vieil homme et la mer d'Hemingway, ben, vous êtes un peu le pêcheur, un peu le poisson, un peu la mer, un peu tout le monde. C'est une Change de peau. Oui, et tout ça, c'est fabuleux. Mais encore faut-il, et j'ai discuté avec quelqu'un dernièrement, ce qui m'a sauvé aussi, c'est l'ennui. L'ennui est un grand maître. L'ennui est un grand maître. Et l'ennui vous pousse à écrire, il vous pousse à lire, il vous pousse à... Nécessaire, l'ennui est nécessaire. C'est ce qui se passe maintenant, c'est que l'ennui a été tué par les écrans, c'est-à-dire les téléphones, voilà. Le scrolling, ça, on ne s'ennuie pas. Exactement. Mon directeur de journal qui me disait, à l'époque, nous avions l'ennui pour nous, les gens achetaient 4 journaux pour faire Paris-Vichy. Là, avec le téléphone, on n'achète pas des journaux. Donc, l'ennui est un grand maître aussi. Ça. Moi, je me rappelle de l'ennui comme à la fois d'un souvenir du bonheur, de l'oisiveté, du sentiment d'enfermement. J'étais élevé par mes grands-parents, donc ils faisaient leur sieste. Et ce moment-là, entre 13h30 jusqu'à 16h, j'errais dans la cour. Et là, il faut trouver quelque chose à faire. En plus, dans un village... C'est là où le monde entrait dans votre tête, quoi. Et c'est là où j'ai découvert la lecture. J'ai commencé à lire parce que je n'avais pas le choix. Et la lecture, c'est beaucoup de choses. C'est la lenteur, c'est la concentration, c'est l'acceptation de l'autre, c'est la tolérance, parce qu'on découvre que l'autre a aussi ses raisons. Et ça freine un peu beaucoup de choses. Bon, comme tous les écrivains, je presse pour ma chapelle, mais je crois qu'il faut lire. On vous croit, vous n'êtes pas en train de défendre votre métier, là. Pourquoi vous avez accepté de faire ce titre? Il faut parfois trahir. Je veux dire par là que vous auriez pu choisir une autre manière de titrer. Où sont les traîtres? Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on vous accuse d'être traître, pourquoi avoir accepté de dire oui, d'accord, je suis traître? Ben, on en parle. C'est-à-dire non, mais vous auriez pu dire je ne fais que trahir des traîtres. Vous comprenez ce que je veux dire? Masquer un peu retourner l'accusation. Non. Vous vous assumez? Oui, d'accord. Non, ce n'est pas question d'assumer, c'est question de démanteler. Au fait, l'intellectuel algérien, ou qui devient français ou autre, surtout dans les pays un peu totalitaires, un peu conservateurs, le dissident est traître. Et ça, on vous sort l'accusation à chaque moment. Moi, je n'ai pas de réseau quasiment. Donc c'était, oui, il a trahi. Mais j'ai trahi quoi? J'ai été fidèle à moi-même. Et je n'ai pas trahi les enfants à venir. Et si j'ai le choix entre les ancêtres et les enfants, moi, je choisis les enfants, je le dis ici. Donc cette accusation-là de trahison, au fait, elle est fondée. Ce n'est pas mon acte qui est de m'éloigner des croyances des miens, qui est un acte à saluer ou à analyser. C'est comment on a fabriqué le nous. Ce nous qui condamne autrui. Ce nous exclusif d'autrui et de l'individu. Ce nous qui fait que, je me rappelle, je faisais des conférences comme ça, des rencontres en public en Algérie dans les années 2015, 2016, 2017, après Meursault. Il y avait toujours quelqu'un qui disait, mais Monsieur Daoud, vous ne me représentez pas. Pourquoi? À partir de quel moment j'ai dit que je vous représente? Pourquoi cette envie d'être représenté? Parfois, sur Ouri, les gens dans les librairies me disaient, Monsieur Daoud, le livre, il manque ceci et cela, vous auriez pu parler aussi de cet événement. Et l'autre, il me dit, non, ça ne me représente pas. J'ai dit, cela vient de deux choses. D'abord, il y a un déficit de représentation politique légitime, donc on la demande à l'écrivain, parce qu'on ne l'a pas chez le politique. Et la deuxième des choses, il y a un déficit d'histoire historienne, vraie, donc on demande à l'écrivain ce qu'on ne peut plus obtenir de l'historien dans des régimes fermés. Donc au fait, l'écrivain, on lui demande tout. On lui demande d'écrire pour l'Algérie, sur l'Algérie, de ne pas quitter l'Algérie, mais en même temps de conquérir le reste du monde, d'écrire dans une langue qui n'est ni l'algérien, ni l'arabe, ni le français, mais une langue qui n'a pas été encore inventée, et de réussir pour tout le monde, sauf pour lui-même,
et d'exprimer le nous. Je me rappelle les émissions de télévision que j'évite généralement, parce qu'il y a une pression, c'est « Allô, pourquoi tu n'as pas dit ça? Il fallait dire ça. » Je ne suis le représentant que de moi-même. Et donc, cette idée qu'il y a un nous inquisiteur, un nous majeur, qui a des droits sur vous, quoi. Tout, sur l'intime, sur la sexualité, sur le corps, sur la réflexion, sur mon propre acte d'écrire de roman, c'est-à-dire sur mon imaginaire, et qui m'assigne. Et tout cela m'a fait que, non, ça crée de la conformité, ça crée de la mort, du conservatisme, de l'inaction. Moi, j'aime les dissidents, j'aime les déserteurs, j'aime les gens qui vont de l'avant, qui inaugurent, parce que c'est comme ça que l'histoire avance. Et j'aime les gens qui tiennent tête. Et ce livre, c'est un peu ma réflexion. Je le commence avec un texte que j'ai lu dans la grande librairie. Ça m'avait frappé. Parce que quand un intellectuel occidental écrit, pense, publie, on le salue comme universel. Quand il pense contre les siens, c'est un intellectuel indépendant. Mais quand un intellectuel du Sud écrit contre le Nord, c'est un intellectuel engagé. Mais dès qu'il écrit contre les siens, contre leurs croyances au Sud, il devient un traître. Non. Je refuse. S'il faut dire que je suis un traître parce que je suis vivant, eh ben je préfère être traître et vivant que mort et avoir raison. Là, c'est page 49 toujours de ce petit livre, où vous dites le fond de ce que vous êtes et de ce que vous voulez faire. On ne vient pas au monde sans endosser une histoire. Oui, je le vis mal, vous parlez de l'exil, mais je patiente. Je construis la nouvelle demeure. Je me répète que je suis en train d'écrire et non de mourir. Écrire, c'est bâtir une maison pour les miens, pour qu'un jour, ils puissent avoir moins peur, avoir le courage de sortir de leur enfermement et me rejoindre. Non, pas en France, ni en Suède, ni au Sénégal, ni au Japon, non, mais dans la clarté, dans la lumière, dans l'audace et dans l'infraction aux règles des anciens. C'est ça votre ligne. Non, vous savez, les principes, c'est comme les belles vestes, on choisit les plus beaux. Mais moi, j'aime la lucidité. Une maison pour les miens. Oui, mais la littérature en offre une maison, pourquoi? Dans le sens, c'est une maison de lucidité sur soi. C'est une maison d'acceptation de l'autre. Si je lis un écrivain du Tibet, c'est que je l'accepte en moi, dans mon univers. Moi, je n'ai plus de rapport. L'Algérie me fait mal, parce que c'est un pays qui m'a fait souffrir. C'est une promesse non tenue, c'est un pays de miracles et de désenchantement. C'est une douleur. On n'en sort pas indemne. C'est très douloureux. Les gens qui sont passés là-bas sont frappés à la fois par la beauté et par la cruauté du sort. Et tout cela, je n'ai plus envie de le vivre ni de le commenter. Et les attaques, les procès, ça dure depuis deux décennies. Et tout cela, j'ai compris à la fin que je ne peux pas vivre si je m'enferme avec mon adversaire. Parce qu'il va m'enfermer dans sa tête. Moi, je suis au-dessus, je suis loin, j'aime vivre. Et donc, je ne réponds plus, j'essaie d'écrire le prochain livre. Et ce que je souhaite pour mon pays natal, c'est paradoxal, c'est qu'il puisse naître un jour. Qu'il puisse naître un jour. C'est-à-dire accepter les autres, ne pas croire que tout ce qui vient de la mer, c'est une menace. Ne pas croire que l'autre, parce qu'il est différent, ça veut dire qu'il est attentatoire. Accepter les individus, accepter l'individu lui-même, accepter les libertés. C'est un pays vaste en géographie, étroit en histoire. Et accepter que les gens puissent venir voyager, toucher, s'approprier, aimer, et ne pas croire que tout le reste est hostile. Il veut sa mort, votre mort. En fait, je souhaite à ce pays qu'il s'apaise. Il ne peut s'apaiser malheureusement pour lui et heureusement pour lui qu'en apaisant ce rapport avec la France. Parce que la France est un pays, est un sujet intime en Algérie. Il conditionne le rapport à la langue, le rapport à l'autre, le rapport au corps, le rapport à l'érotisme, le rapport à l'ouverture, à la tolérance. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas être algériens si nous n'apaisons pas le rapport avec la France. Et peut-être même ici. Mais porter cette nationalité, ce nationalisme un peu comme un informement, comme un refus de vivre. Je me rappelle un jour, j'étais à Oran, et pour stopper le mouvement des migrations clandestines et les chaloupes, le ministre à côté a donné l'ordre de construire une muraille le long de la plage, avec de petites portes pour que les jeunes ne puissent pas
transporter une chaloupe. Donc la porte était étroite. Et je suis allé voir cette muraille avec ces petites portes. C'est incroyable. Si vous racontez cette histoire au Japon, on ne va pas vous croire. Qu'il y a un ministre qui a ordonné qu'on enferme la mer. Et, on enferme la mer, c'est ça. Et tout ça fait que, après tout ce qui s'est passé, depuis des années, je veux dire, j'essaie de me construire, de ne pas être altéré par l'autre. Je ne veux pas qu'il me contamine par sa douleur. Je voudrais lui proposer. Moi, j'essaie de trouver ma solution. Je suis un miraculé par les livres. Ça m'a sauvé. Vis-à-vis des miens, moi, je ne serais jamais ici. Je n'ai aucune raison objective d'être un écrivain invité à Vichy. Rien. Je suis autodidacte, j'écris comme je le sens, je ne maîtrise pas bien la langue française par rapport à d'autres. Mais tout ça fait que, bon, je suis là et c'est la littérature. Et si je peux proposer aux miens de lire des livres parce que cela apaise, de n'être que soi, oui. Mais depuis, j'ai une chance, je suis dans ce pays qui est magnifique. Et un jour, j'étais avec Abnous Salmani, que j'aime beaucoup. On a fait un entretien dans Le Point et j'ai conclu avec elle en disant que ce pays est magnifique. Si les gens ici n'en veulent pas, nous, on est preneurs. C'est très bien. C'est une phrase qui mériterait d'être au fronton de quelques Porsche. Une explication dernière pour une phrase que vous avez écrite, que j'ai trouvée à la fois magnifique, mais que j'ai peut-être pas comprise de ce qu'elle veut dire. J'ai réussi à me libérer et je rêve encore d'être un héros. Ça m'a étonné. Je me suis dit, mais lui, être un héros, c'est magnifique, c'est ce que rêvait ma mère. C'est magnifique. Ma mère a toujours rêvé de ça. Un jour, quand j'ai publié Meursault, elle m'a dit, avant de publier, elle m'a dit, j'ai fait un rêve et j'ai vu qu'il neigeait dans le village et la neige, c'était du coton et ça t'habillait de blanc. Ça t'a habillé de blanc. Le destin, c'est ce que vous raconte votre mère et que, par la suite, vous finissez par incarner alors que vous ne le méritez même pas. On devient un héros parce que votre maman vous le répète quand vous êtes un enfant. On vous dit que vous êtes exceptionnel. Et c'est ça, je crois que le destin, contrairement à ce qu'on croit, ça ne vient pas du ciel. Ça vient de ce que vous répète votre mère longtemps et vous finissez. J'appelle ça le syndrome de Romain Gary. C'est-à-dire, vous n'êtes rien, vous n'êtes pas quelqu'un d'exceptionnel. Mais si votre mère ou votre père vous le répète tout le temps, eh ben, être exceptionnel, c'est la moindre des choses. Je vais vous dire, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre mère, mais vous êtes exceptionnel. Non. Franchement, non. Ne dites pas non. Non, c'est pas. J'ai interviewé des tas de gens partout. Non. Il y a peu de gens qui atteignent ce degré de liberté, de rire, de profondeur, de générosité. Parce que finalement, être libre, c'est être généreux pour les autres. Oui. Oui, mais je connais mes défauts aussi. Donc. Non, je n'ai pas dit que vous étiez sans défaut. Oui, mais non, je n'ai pas dit ça. Ça n'a rien à voir. J'ai dit c'est exceptionnel, ça ne veut rien dire. Je suis un homme inquiet. Je ne comprends pas pourquoi je suis vivant et ça m'aide à réfléchir tout le temps parce que je crois qu'il y a d'autres gens qui méritent la vie mieux que moi. J'aime écrire, mais j'ai toujours l'impression que ça, c'est vraiment vrai. Je veux dire, j'ai toujours l'impression de voler mes idées à quelqu'un. C'est-à-dire, ça vient tellement. Je veux dire, ça vient. Après, je me dis, je ne peux même pas l'expliquer. L'idée d'une chronique, d'un titre, d'un roman. C'est comme si j'étais habité par deux personnes dont l'une était brillante et que personne ne connaît, et l'autre qui parle maintenant avec un micro et qui n'a rien d'exceptionnel. Donc, je suis Gémeaux, je crois. Donc. Non, mais sérieusement, je suis inquiet de vivre. Je ne m'explique pas la chose et j'ai perdu trop tôt le confort de l'explication religieuse. Ce qui fait que j'ai le monde devant moi, il est écrasant, il est infini. Il est grand, infini. Il est grand. Et écrire, c'est quoi une histoire? C'est le contrepoids au monde. Le monde n'a pas de début, n'a pas de fin. On y passe comme des oiseaux et puis on meurt. Mais écrire une histoire, c'est poser des balises. Pour une fois, le monde va dans un seul sens. Il a un commencement, il a une fin, il a l'épilogue. Je crois que la chose la plus extraordinaire qu'ait inventée l'homme depuis très longtemps, c'est l'épilogue. On arrive et on donne du sens. Et c'est pour ça que la fiction, l'histoire, raconter des histoires fonctionne. Parce que cela nous rassure, c'est tout ce que nous pouvons faire. Parce que regardez, c'est immense, c'est infini, ça n'a pas d'explication. Et c'est écrasant. Et nous sommes là, nous ne savons même pas pourquoi.
Et c'est ce que Camus appelle l'absurde. Les gens ont retenu d'une manière très maladroite. L'absurde, ce n'est pas de dire que le monde n'a pas de sens. L'absurde, c'est de dire que le monde n'a pas de sens et que le sens, c'est nous qui le fabriquons. Eh oui. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Donc tout ça fait que ce n'est pas question d'exception, c'est que je suis inquiet. Un jour, je vais mourir, ça me fait battre le cœur, je trouve ça injuste. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se moque derrière mon dos de moi. Et tout ça fait que j'ai envie d'écrire, de laisser des traces, de creuser des métaphores, d'être imprudent et de ne pas l'être. Et à la fin, vous savez, je lis, il y a ce moment où le plus atroce, c'est d'arriver vers la fin et en regrettant de ne pas avoir vécu. Ça, c'est atroce. Si j'arrive à éviter ça, c'est déjà énorme. Franchement. Kamel Daoud, je vous remercie au début d'être venu. Je ne sais pas à quelle majuscule je dois mettre pour d'être venu et d'avoir dit ce que vous avez dit ce soir. Vous êtes une boule d'intelligence, d'émotion, de liberté. Et encore une fois, c'est assez rare les gens qui savent le dire. Parce que beaucoup de gens qui vivent la liberté n'ont pas les mots pour le dire, pour l'exprimer. Le trésor que ça représente pour ceux qui ont connu des gens sans liberté. Et vous avez ces deux faces qui vous permettent de transpercer les choses quand les gens ne font que les toucher. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ces mots. Merci beaucoup, monsieur. Merci.